Surprise! Fred Savard avec vous pour l'épisode 5.5. Je pense qu'on n'a pas le choix de l'appeler comme ça parce qu'il n'était pas prévu, je l'avoue. On est jeudi 3 novembre. Normalement, les épisodes sortent le samedi, mais vous savez, je l'ai, je pense, dit dans le dernier épisode, j'ai été invité à me rendre à Rouyn-Noranda pour le Festival de cinéma international, la 41e édition. Je ne pouvais pas refuser ça. J'ai jamais fait ça. Dans la balado, là, me rendre au festival et enregistrer des entretiens avec des gens qui participent au festival, surtout en cinéma. Et c'est drôle parce que je l'appelle le 5.5, ben, il suit tout de suite le dernier épisode, le 5, où on a parlé du cinéma tout au long de l'épisode, les sorties. Fait qu'on va faire un peu la même chose, mais ça va être... On va sortir un peu du cinéma. J'ai rencontré Anaïs Barbeau-Lavalette pour son dernier film Chien Blanc, qui est une adaptation du roman de Romain Gary. Vous allez voir, au début, ça commence un peu raide parce que j'avais... Là, je dois le dire, là, j'ai amené un nouveau jouet. Une petite enregistreuse et je l'avais pas vraiment cassée à la maison. Fait que c'est ça. J'avais oublié de peser sur record. Fait que le début est. Je pense qu'on a manqué 35 secondes. Alors voilà. Vous allez voir, ça commence brusquement. Mais c'est bien intéressant parce qu'on discute aussi de la démarche d'Anaïs et pourquoi avoir choisi ce roman-là, qui est quand même situé dans la guerre raciale de la fin des années 60. Pourquoi c'est une blanche qui fait ce film-là. Alors voilà, ça va être bien intéressant. J'ai aussi rencontré Marilyn Cook, qui est une vedette montante, réalisatrice, jeune réalisatrice. C'est Hélène qui m'avait dit elle avait vu la liste des invités, elle a dit il faut absolument que tu parles à Marilyn Cook. Et j'avais Rémi Girard qui était prévu et je l'ai croisé. Et il y avait François Archambault. Les deux étaient là pour, évidemment, tu te souviendras de moi. François Archambault qui a signé le texte de la pièce de théâtre qui a été adapté. On va en savoir plus, puis on va aussi parler de la carrière de Rémi Girard. Fait que vous allez voir, c'est un épisode un peu atypique parce que j'en fais pas souvent de ces épisodes-là. C'est un épisode un peu people. J'avoue que je regrette j'aurais aimé ça passer tout le festival là-bas, parce que dans le fond, aujourd'hui, il se termine. Moi, j'ai quitté lundi matin très tôt. Il se terminait aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, c'est même probablement la soirée de clôture. Et j'ai manqué un peu de... J'aurais aimé parler plus du documentaire, par exemple, mais il faut que je vois les films d'avance, c'est ça. C'est pas évident d'arranger ça, mais l'an prochain, si jamais les organisateurs me réinvitent, c'est sûr que je vais faire ça autrement, mais anyway, le prétexte pour aller en Abitibi, on dit oui à tout. Moi, j'aime tellement cette région-là, fait que j'étais bien, bien, bien content d'être là. Puis je pense que ça va donner un épisode intéressant. Alors voilà, j'ai bien du fun. Je dois vous le dire, là, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir cette saison. Puis je pense que c'est communicatif parce que vos courriels témoignent que vous en avez aussi. Alors voilà, sans plus tarder, on se replonge dans l'ambiance de cette 41e édition du Festival de cinéma international de Rouyn-Noranda. Société blanche d'abondance qui se livre à un exhibitionnisme constant de ses richesses. Comment pouvez-vous vous étonner qu'un jeune noir du ghetto cerné de Cadillac, de magasins de luxe, se mette à briser des vitrines? Mais non, c'est un cri, une réponse. 12 ans. Je tournais Inch'Allah. Oui. Puis c'est ça, donc la co-scénariste Valérie Beaugrand-Champagne m'a mis Chien Blanc dans les mains parce qu'il y a des fils qui se touchent entre Chien Blanc et Inch'Allah dans le cœur. Oui, là. oui. Dans des questions que je me pose aussi depuis longtemps, je pense. Ouais. Fait que ça fait longtemps que je l'ai dans mon cœur, dans ma tête, mais j'étais pas déjà assez téméraire pour me dire que j'en ferais un film. Là. Ça a pris plus de temps. Ouais. Oui, je comprends. Il y a déjà eu une adaptation de Chien Blanc. Ouais. Est-ce que tu l'as regardé avant de faire ton oui, film? Oui, hein? je l'ai regardé. C'est de Sam Russell? Oui, c'est ça. Sam Fuller. Sam Fuller, Ouais. voilà. 1982. Et là, c'est drôle parce que je lisais sur la genèse de la première adaptation et ils ont voulu enlever beaucoup les tensions raciales, les producteurs à Hollywood, parce qu'ils trouvaient que c'était trop edgy. Ils voulaient en faire un jazz, mais avec un chien. C'est un projet. C'est quelque chose. C'est un défi. C'est pas ça que c'est devenu, heureusement. C'est Roman Polanski qui devait le faire et il a été accusé de viol à cette époque-là. Déjà? Tiens, oui, Ouais. en 82. Et c'est Samuel Fuller qui l'a fait. C'est pas du tout la même chose. Hein?
C'est pour ça que je me suis dit que le film, pour moi, restait à faire. En fait, Oui. ce qui me fascinait puis ce qui me touchait dans le roman de Romain Gary, je trouve que ça n'avait pas été mis en scène dans le film qui existait. Donc, pour moi, Qu'est-ce qu'il n'y avait pas... Parce qu'en fait, ils ont enlevé le côté autobiographique parce que le roman de Romain Gary, c'est lui et sa femme de l'époque. Oui, alors c'est Jean ça. Seberg. Ouais. Romain Gary et Gene Seberg Ouais. sont à Los Angeles. On est après la mort de Martin Luther King, 1968. Lui est évidemment un auteur très connu, mais à ce moment-là, il est consul de France aux États-Unis. Il est marié à Gene Seberg, qui est pas mal plus jeune que lui, qui est une grande actrice très, très engagée auprès des Black Panthers. Et donc, au début du livre et au début du film, ils retrouvent un chien qu'ils adoptent, qui a l'air abandonné, puis ils se rendent compte très rapidement que le chien a été dressé pour attaquer les personnes noires, en fait. Puis Romain Gary décide d'essayer de soigner ce chien-là, de le guérir, en fait. Il se donne un peu une espèce de mission idéaliste. Le chien devient le porteur de toute la connerie humaine, puis il se dit, on n'est peut-être pas aussi con, on est peut-être capable de... Oui, parce que pour lui, il le voit un peu comme une maladie. Lui le voit comme... Ce chien n'est plus un chien. Ce chien est une métaphore de tout ce que l'humain a de plus laid. Donc, il se dit peut-être qu'on est capable de rebrousser chemin. Puis, bon, ce ne sera pas si simple que ça. Donc, c'est ça que le premier film n'adressait pas du tout, je trouve. Puis, la question centrale reste aussi ces deux personnes-là, donc Romain et Jean, deux personnes blanches privilégiées. Comment ils peuvent prendre part à une lutte qui n'est pas leur lutte? Est-ce qu'ils ont le droit? S'ils ont le droit, comment? C'est une question super actuelle. Je trouvais qu'elle était bonne à se poser aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai regardé le film, je me disais qu'il va y avoir des loustiques, des méchantes langues qui vont dire pourquoi toi, Anaïs Barbeau-Lavalette, tu racontes cette histoire-là et pourquoi c'est pas une personne noire, par exemple? D'abord, le livre est écrit par Romain Gary, qui est un homme blanc privilégié. Moi, le point de vue qui m'intéresse dans Chien blanc, c'est celui de la personne blanche privilégiée qui se demande qu'est-ce que je fais. Le racisme me lacère, même si je ne suis pas victime de racisme. Est-ce que j'ai le droit, moi, d'abord d'avouer que ça me bouleverse, puis est-ce que je peux faire quelque chose? Ouais. C'est la question que les deux protagonistes se posent. Ça m'intéresse depuis tout le temps. C'est quoi la place du blanc là-dedans? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce qu'on peut être des bons alliés? Dans le fond, c'est ça la question centrale de Chien blanc. Eux autres, ils essaient, puis pour vrai, ça ne marche pas. Les deux, chacun à leur façon, une en s'engageant auprès des Black Panthers, lui en essayant de guérir un chien qui a été complètement manipulé. C'est un raté. C'est super intéressant. Oh, puis il y a une histoire aussi, il recueille à la maison le fils noir d'un ami. Bien, c'est-à-dire qu'encore là, c'est ce que lui peut faire du haut de ses privilèges. Romain Gary, il va recueillir dans sa grande maison opulente un garçon qui s'est fait puncher dans la rue et qui s'est fait arrêter injustement parce qu'il est un jeune noir. Mais pour répondre à la question, est-ce que moi, j'ai le droit de le faire? Je ne me serais pas permis de le faire si les personnages centraux étaient Keys, par exemple, le dresseur noir qui recueille le chien. Pourtant, ce personnage-là, quelque part, m'intéresse davantage. Tu vois, tous les personnages afrodescendants, les personnages secondaires du film, ils sont extraordinairement intéressants. Puis moi, comme cinéaste blanche, je leur donne la place que je peux leur donner. Mais il reste des personnages secondaires parce que ça ne peut pas être mon point de vue à notre époque aujourd'hui. Moi, la voie que j'ai envie de prendre, c'est celle du blanc, puis de revirer le miroir vers le spectateur blanc parce que c'est un film qui est fait pour des spectateurs blancs, pour dire, check ça, qu'est-ce qu'on fait comme blanc privilégié? D'abord, vous rendez-vous compte que nous le sommes, puis qu'est-ce qu'on fait avec cette réalité-là d'en face à cette heure? Mais en 2022, parce que là, Romain Gary, c'est en 1970, qui publie ce roman-là, la réflexion n'est pas la même là, par rapport... Puis là, je ne veux pas racialiser tout ça, là, mais on n'a pas le choix en 2022 parce que c'est très présent. Reste que c'est toi, une blanche un peu privilégiée, qui raconte. Puis tu l'as dit dans une entrevue aussi, mes livres, tout ce que je fais, j'essaie d'apporter une pierre dans ce combat-là. Mais il faut se poser la question. D'ailleurs, Will Prosper a été conseiller. Est-ce que vous en avez discuté de ça? On a discuté de tout. Alors, ça a été vraiment super intéressant. J'ai travaillé avec Will Prosper et Maryse Le Gagnère, donc qui était aussi une cinéaste afrodescendante. Les deux ont suivi le processus de très près, de la scénarisation jusqu'au tournage, jusqu'à la post-prod. Puis ça a généré des discussions vraiment intéressante et fragilisante pour moi parce que je me suis jamais autant rendu compte à quel point j'étais blanche qu'en faisant ce film-là. Et c'est très bien, en fait. C'était nécessaire. Je pense que le film n'est pas plus moral et plus lisse grâce à leur présence. C'est juste qu'il y a certaines scènes
que j'ai comme, OK, je me suis rendu compte que si je mettais en scène d'une certaine façon, j'étais dans un archétype dont j'étais pas consciente simplement parce que je suis pas noire, tu sais. Et que j'ai appris beaucoup grâce à eux, là. Parlons du casting. Denis Ménochet, qui joue Romain Gary. Comment ça s'est passé? Comment le processus... Parce que bon, c'est une coproduction. On va en parler tantôt de ça aussi parce que il y a très peu d'acteurs québécois, ce qui n'est pas un problème du tout. Mais comment s'est fait le casting? Bien, en fait, donc, pour incarner Romain Gary, c'est quand même un rôle magistral. Oui. C'est sur ce que je ne pouvais pas demander à Michel Côté. Non, évidemment. On aime beaucoup. On l'aime beaucoup. Il aurait peut-être été capable. Ça aurait été différent. Mais c'est un rôle terrifiant, je pense, à aborder pour un acteur français. Ici, Romain Gary, on le connaît. En France, on le connaît encore plus. Non, c'est ça. C'est un double Goncourt. C'est qui a gagné 2 fois dans sa vie le prix Goncourt? Il y a juste lui. Oui. Donc, Denis Ménochet a été touché et terrifié par la proposition. C'était très intimidant pour moi. Première rencontre, on sent que c'est un comédien brut. Là. Je sais pas si c'est le bon... Tu sais, je veux dire, il est quand même... D'un bloc. Oui, il est total. À fleur de peau, généreux en même temps. Tu sais, depuis le début, il dit qu'il se sent imposteur parce que lui, il n'est pas Romain Gary, il vient d'un autre type de famille. Je dis, mais Romain Gary a dit ça toute sa vie, qu'il se sentait imposteur. On garde ça. Jean Seberg, c'est Casey O'Rourke. Casey O'Rourke, oui. Que je connaissais pas. Non, c'est une actrice de Vancouver. Elle avait reçu le prix au Festival de Toronto comme découverte de l'année il y a quelques années. Puis, c'est ça, je suis allée la rencontrer. Elle aussi, là, c'est quand même intimidant, jouer Jean Seberg. Oui. Puis aussi, il fallait fabriquer un couple qui se peut. Déjà, c'est comme un couple mythique. Hein? Romain Gary, Jean Seberg, ils ont un écart d'âge. Il y a un écart dans la présence aussi. Jean Seberg, très, très belle, toute fraîche encore, dans la trentaine. Puis Romain Gary évoque quelque chose de plus vieux. Fait qu'il fallait fabriquer ce couple-là aussi. Puis la rencontre s'est vraiment passée. T'sais. Je pense que c'est deux grands acteurs qui savaient où se retrouver. Puis à la fois comme... Parce que c'est difficile parce que c'est les personnages principaux, mais ils sont pas aimables. Non. Tu comprends? Oui. Il y a des bouts où est-ce que tu... Mais ils sont pas aimables, ils sont pas désagréables, c'est pas le bon terme, mais on n'a pas d'antipathie non plus. On n'a pas d'antipathie, mais on n'a pas toujours d'empathie non plus parce que c'est pas eux qui souffrent. Non. Fait que ça fait que, comme spectateur, puis même comme metteur en scène, tu te dis, OK, il faut quand même qu'on puisse un peu s'identifier à leurs questionnements puis à leurs troubles, tu sais. Mais je pense que c'est ça. Ces deux acteurs-là sont extrêmement sensibles. Fait qu'il y avait quelque chose qui se pouvait. Casey Collins. Casey Collins qui joue le dresseur noir. Le dresseur noir qui s'appelle Keys. Lui, c'est un acteur de Toronto qui n'avait pas beaucoup fait de cinéma. Ah ouais? J'ai rencontré beaucoup d'acteurs pour jouer Keys. Ah ouais, hein? C'est un personnage particulier parce que lui, justement, à l'écriture, il peut avoir l'air comme le personnage dur, entre gros guillemets, là, méchant. Puis moi, je voulais surtout pas que ce soit ça qu'il dégage, qu'il y ait une fierté, une espèce de charisme, mais une profondeur, une gentillesse enfouie pas trop loin. Puis cet acteur-là, il portait ça. Il y a aussi Laurent Lemaire. Laurent Lemaire. Qui est très lunaire, hein? Son visage, c'est fou. Qui joue Diego. Il joue Diego Gary. Est-ce que tu as rencontré Diego? Oui, j'ai rencontré Diego. Parce que, c'est ça, il faut rappeler que tu as demandé aux éditions Gallimard les droits, la possibilité, et ils t'ont dit, va demander à Diego, qui est l'ayant droit. Bonne chance. Exact. Parce que Diego, en fait, on peut le comprendre, le fils de Jean Seberg, Romain Gary, donc des trajectoires de vie vraiment... Rappelons que sa mère s'est suicidée. Son père et sa mère se sont suicidés à 1 an d'intervalle. Et lui a trouvé les deux. Il était encore adolescent. Puis la fin de vie de Jean Seberg est vraiment une tragédie que lui a suivie alors qu'il était adolescent. Il y a un film en plus récemment là-dessus parce qu'elle a été traquée par le FBI à cause de ça. C'est son militantisme. C'est ça. Ils l'ont rayé de la carte de façon sournoise. Elle est tombée dans la dope, dans l'abus, bref. Donc, c'est vraiment deux trajectoires de vie tragiques. Ses parents auxquels lui a assisté. Puis Gallimard m'a dit, donc, Diego Gary habite à Barcelone, il est reclus, il n'y a pas de téléphone ni de courriel. Fait que, en gros, c'était bonne chance, chérie. Oui, ce serait une bonne idée, mais bonne chance. La femme qui fuit sortait en Espagne,
pas longtemps après, traduit en espagnol, le roman Ouais. que j'ai écrit. Ben oui. Et je suis allée donc, j'avais l'adresse de Diego. Ouais. Je suis allée cogner à la porte de chez Diego. Puis il a ouvert Ouais. et il était là. Wow. Et il ressemblait à son père Ah comme ouais, hein? 2 gouttes d'eau. C'est vraiment émouvant, là. Puis, ben là, j'étais vraiment intimidée, mais je lui ai dit pourquoi j'étais là. Puis il m'a laissé rentrer. On a passé un après-midi ensemble. On a parlé de Chien blanc, de la femme qui fuit. Puis pour se rendre compte que sans doute Suzanne Meloche, ma grand-mère, et Jean Seberg s'étaient côtoyés, peut-être. Tu me devances. Je me suis rappelé que ta grand-mère a frayé avec les Black Panthers. Oui, c'était avec les Freedom Riders, en Ouais, fait, bon, qui était un même- groupe connexe, même Voilà. époque, même Ouais. lieu, même ville. Fait que. Fait que tu sais, j'imagine que je sais pas comment ça se passe sur un plateau, mais c'est un peu il y avait un peu de ta grand-mère dans Jean Seberg. ben, je te dirais qu'il y avait un peu de moi. Oui. Ben, Mais j'avais écrit c'est-à-dire- ça, mais j'ai posé aller là, mais c'est ça que j'ai Non, écrit non, dans mais mon sans, cahier. tu sais, je dis ça de Non, façon non, non, très, non. très Mais humble, là, mais oui, ce que je veux mais- dire, c'est qu'il y a un lien émotif direct. Tu sais, je me dis, oui, il y a quelque part, quand elle est partie, donc ma grand-mère, elle est partie faire ça. Elle est partie faire ça. Fait que moi, ce que je mets, quand Jean Seberg milite auprès des Black Panthers, je me dis, OK, je sais pas une héroïne, là. C'est une femme normale qui choisit que tout à coup, ben oui, son garçon va l'attendre. Ben oui, elle va peut-être se faire ostraciser par une partie de la société, mais elle y va au nom de ses idéaux. Ouais. Maladroitement, hein, Ouais, ouais. mais quand même. Ouais, ouais. Mais ça rappelle aussi les enfants du refus global. Un peu, je dis cette idée-là que des artistes, des gens avec une individualité particulière, au nom d'idéaux, décident de laisser de côté leur famille. C'est quelque chose, ça. Ben, c'est un dilemme permanent, tu sais. Je veux dire, c'est un dilemme. Puis, Moi, je suis pas confronté à ça, mais j'ai 2 enfants, puis le choix, non, ben, ça serait pas un dilemme. non, mais moi non plus. Le choix nous semble évident, mais pourquoi le choix nous semble évident? Peut-être parce qu'il y en a qui se sont frottés avant, tu sais. Mais je veux Ouais, dire, c'est pas ouais. vrai que on n'a pas en permanence quand même ce questionnement viscéral-là d'aller au bout de certains rêves versus prendre soin de ce qu'on a semé. Puis Des fois, ils sont liens pas qu'on fins, fait. hein? Ben, les miens sont toujours fins. Non, non, le matin à 18 mois, il y a des fois que c'est vrai, je me disais, hey, je pourrais peut-être aller militer loin, loin. Je serais un bon militant. La direction photo, qui l'a fait? Jonathan Decoste, un maître. C'est la première fois que tu travailles avec lui? Non, il a fait la déesse des mouches à feu. Voilà. Ouais, c'est notre deuxième collaboration. C'est vraiment un allié. Cela en fait. dit, quand j'ai terminé le film, je trouvais que, parce que la direction photo est quand même léchée, tu sais, c'est pas un film qui est râpeux, malgré le sujet, mais je trouvais que le côté léché mettait une distance avec les événements. C'est comme ça que je me t'as sentais. ressenti. Je dis pas que c'est ça qui se passe, mais Ben, moi, je l'ai senti comme ça. Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que, évidemment, il y a l'idée de l'adaptation de l'œuvre. Oui. Donc, on a quand même été très fidèle à l'œuvre. C'est ça. C'est un film d'époque. Sauf que les propos sont effectivement, je pense que c'est facile de tirer la ligne vers le contemporain. Puis, il y a l'utilisation des archives aussi dans Oui, le film. Il y a c'est les vrai. archives, je pense, qui appuient le contraste entre la fiction, donc ce qu'on recrée, qu'on veut quand même essayer de faire sentir que c'est le plus réaliste possible puis qu'on est quand même proche des personnages. Moi, je souhaite pas la distance dont tu parles. Non, 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 non. Mais je pense que les archives appuient Oui. ce Nous ramènent- contraste-là. Oui, C'est-à-dire oui, que c'est tellement... Tu sais, les archives, c'est tellement émouvant, c'est tellement vrai, c'est tellement filmé dans le vif de l'action que des fois, peut-être la marche entre la fiction puis le documentaire de l'archive est plus dure à monter ou à descendre quand Ouais. tu passes d'un à l'autre. J'en ai parlé un peu tantôt, donc c'est une coproduction avec la France. Oui, bien en fait, c'est pas une coproduction avec la France. On a des alliances aidantes avec la France, mais c'est une production québécoise. Oui. Denis Villeneuve, Denis Villeneuve, ouais. un des producteurs. Non, c'est plus mon grand frère. OK, parce que dans les crédits, c'était marqué... Oui, ben, c'est-à-dire qu'il a vraiment appuyé du début à la fin mon processus. Allô, Denis? Oui, c'est parce que là, je suis en tournage. Oui, 2 secondes, vite, vite. Je trouvais... Évidemment, là, tu corriges parce que je pensais que Denis Villeneuve était producteur, donc un peu encore plus impliqué que seulement attendre que tu appelles pour... Là, je sais que tu vas me dire non, non, non. Est-ce que c'est un film qui pourrait servir de tremplin? Est-ce que c'est un désir de sortir, d'aller à la prochaine étape? Pas du tout.
ça fait le contraire en ce qui me concerne. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire que ça fait le contraire? J'ai envie de faire des films qui soient bien ancrés dans mon territoire. Ah ouais, hein? Ça a été très difficile à faire. Ouais. Trois endroits? Trois pays? Deux territoires à cause de la COVID. On devait tourner aux États-Unis, mais finalement, on a tourné au Québec et à Vancouver parce que les frontières étaient fermées. Ça a été un contexte de tournage laborieux. Tu sais, on parlait l'art ou la famille aussi. Ouais. Là. Moi, oui. je suis partie très longtemps pour faire ce film-là. J'ai pas tant envie de... J'ai pas d'aspiration d'aller tourner ailleurs. Je trouve qu'on a plein d'histoires à raconter ici, proche de... Non, c'est pas quelque chose qui m'attire. Qu'est-ce que tu lis présentement? On va finir avec ça? Oui, OK. Ouais. Je relis Kamouraska d'Anne Hébert. Ouais. Pourquoi? Peut-être pour faire un film. Encore? Pas un autre remake de Kamouraska. Ouais, mais as-tu vu celui de Claude Jutras? Revois-le voir. J'ai-tu vu celui de Claude? Ah, je suis pas sûr. Ben, revois-le. Peut-être. Revois-le. Tu me diras si tu penses qu'il y a un autre film à faire. Hey, merci. C'est la première fois que tu venais à la balado. Je suis très content. Hey, merci, salut. Salut. Merci, vraiment. Alors, j'ai la chance d'être avec Guy Parent. Bonjour. Bonjour, Fred. Vous êtes fondateur de ce festival, il paraît. Oui, en fait, on est 3 fondateurs. On est les cofondateurs. Il y a Jacques Matt, Louis Dallaire et moi. On est là depuis le tout début. Là, c'est le 41e festival. Oui. Puis on est là depuis le début. Oui. Puis même avant, on a eu une année de jeune cinéma québécois. C'est dans le fond, c'est un peu l'ancêtre du Festival de cinéma international. C'était quoi le déclencheur il y a 41 ans? Bien, en fait, il y avait eu 5 ans de tournée de cinéma régional. Oui. Et puis Jacques Matt, qui est le président du festival, après ces 5 ans-là, bon, c'était épuisé. Ça fait qu'il est venu, il a eu l'idée de... Moi, j'étais directeur du Théâtre du Quai, ici, dans la salle de spectacle. On a un programme de cinéma. Louis Dallaire est un spécialiste en communication Québec. Il nous a réunis, puis il a dit, écoutez, tu sais, à la suite du cinéma régional, on devrait faire un festival de cinéma québécois, de jeunes cinéma québécois. Et on a dit, oui, on embarque. Embarquez-vous. Puis moi, comme j'étais directeur du Théâtre du Quai, on avait une salle de diffusion. C'est vrai. Donc, c'était pas le seul cinéma. C'était pas le seul cinéma. Oh, non. Ici, le cinéma... Il y a le Paramount, il y a le Paramount, mais à l'époque, je pense qu'il y avait 7 ou 8 cinémas. Parce qu'avant l'arrivée de la télévision, le monde des mines, c'était le cinéma pour eux autres. Oui. On avait, je pense, 6 ou 7 cinémas ici. Mais avec l'apparition de la télévision, ça a baissé un peu, mais l'esprit du bon cinéma, ça s'est jamais perdu. Alors, Jacques nous réunit, on dit oui, on fait un festival de cinéma québécois, mais qui a très bien fonctionné, mais après un an, la production québécoise, il n'y en avait pas assez. C'était pas assez volumineux pour faire... On parle de 1981. Ah oui, mon Dieu, oui. Tu sais, il y a eu un creux, là, et tout ça. Post-référendaire, là. Ouais. Je pense que les créateurs ont comme fait, hey, moi, j'ai plus rien à dire. Fait que là, on dit, bon, on peut pas refaire un autre festival, il n'y a plus de films, il n'y a pas assez de films sur un festival. Fou, alors, Jacques nous a réunis autour d'une pizza chez lui avec une caisse de jus d'orange. Oui, bien sûr. C'est-tu le jus d'orange que si tu le brasses trop, il fait beaucoup de mousse en l'ouvrant? Oui, c'est ça, il fermente en fait. Et là, on a dit, bon, on réfléchit à tout ça et qu'est-ce qu'on fait? Puis là, finalement, on a dit, pourquoi on ne tenterait pas l'aventure internationale? À ce moment-là, j'ai dit, moi, je vais faire la tournée des distributeurs québécois pour voir si on est capable d'avoir assez de films internationaux, des films québécois pour produire un festival de cinéma international. Puis, quand je suis revenu, ils m'ont dit, puis le résultat de ta tournée, penses-tu qu'on a assez de films? Bien, j'ai dit, écoutez, moi, je vous reviens avec la première nord-américaine de Fitzcarraldo, d'Herzog. Je vous reviens avec la première nord-américaine de Moment ressentant de Carlos Saura. Et là, paf, là, on était capable vraiment d'avoir du cinéma de grande qualité. Ben oui. Et en exclusivité en plus. Parce qu'à cette époque-là, il y avait quand même le FFM à Montréal, mais il y a des gens qui étaient un peu comme réticents des fois à fonctionner. Je peux comprendre avec M. Lozic. Alors nous autres, c'est ça. Alors nous autres, ça nous a servi. Et là, mais c'était pas tout d'avoir des films, il fallait mettre un cadre à ça. Il fallait avoir des journalistes, il fallait avoir des invités, des films québécois, des films internationaux et tout ça. Alors, on s'est dit, ça prend un coup d'éclat. Mais est-ce que quand vous avez créé le festival, c'était un enjeu, ça? En fait, est-ce que rapidement, vous avez dit, OK, ben là, est-ce que les gens vont venir? Tu sais, si on invite Carlos Saura, si on invite ces gens-là... c'était ça la question, même pas aussi loin que ça. Est-ce que les journalistes de Montréal vont venir? Parce qu'en tout respect pour Rouen, là, tu sais,
créer un festival international, là, vous compétitionnez Berlin, Venise, Cannes. Ouais. Ben, les gens nous disaient... Les gens nous disaient, ouais, comme Cannes. Puis là, la première chose qu'on leur disait, nous, c'est pas ça qu'on vise. Nous, on veut être chez nous, on veut être comme on est. Oui. Jamais on perdra notre identité, notre image pour essayer de faire comme les autres. Premièrement, on n'a pas de palmiers. On a un lac, mais on n'a pas la Méditerranée. Mais c'est pas ça qu'on voulait. Et on voulait du cinéma. D'ailleurs, la subtilité, c'était pas un festival international de cinéma, c'est un festival de cinéma international. Oui, voilà, ça c'est drôle, ça. Oui. Parce que, justement... J'ai remarqué la nuance. Parce qu'on savait qu'on allait... c'est ça. Donc, maintenant, on ne fait plus la différence. Non. Alors, moi, je trouve ça cool. C'est drôle parce que, tu sais, moi, ma découverte de l'Abitibi, pour venir, c'était avec Val-d'Or. Mais c'est frappant quand on arrive en Abitibi, le dynamisme culturel. Oui. Puis je pense que c'est assez... Il y a des régions au Québec qui en ont un dynamisme aussi, mais je trouve qu'en Abitibi, il y a quelque chose qui est c'est très typique de l'Abitibi. Parce que c'est plate de rester d'une ville où il se passe rien. Mais non. Est-ce que ça a été rapidement une considération? Oui. Il se passe quelque chose pour que les jeunes restent? Ben nous, on savait pas. Vous étiez on était jeunes. Qu'il se passe quelque chose. On voulait qu'il se passe quelque chose. Ça, on y tenait beaucoup. Puis on se disait, on fait une première année, on ne sait pas s'il va y avoir une deuxième. Il y a eu une deuxième, on ne savait pas s'il allait y avoir une troisième, etc. Là, c'était ça. Puis les jeunes, ben ils ont pris goût à la ville, puis de dire, est-ce que je préfère avoir ma famille ailleurs ou ma famille ici? C'est mes racines. Je vais revenir ici parce que je sais que mon enfant, il va avoir des choses à faire. Ben merci. Ça fait plaisir. Vraiment. Ça resitue tout ça, ce festival et l'importance qu'il a encore aujourd'hui. Merci. C'est un grand plaisir. T'es tombé sur un cas lourd au jour 1. Habituellement, on sait après la première autopsie si on est fait pour ça ou non. Dans ton cas, attends peut-être la deuxième. Justement, je me demandais, tu sais, avec M. Faraday, est-ce que vous leur parlez pour de vrai au corps ou c'est juste en blague? Ils sont morts, mais c'est quand même des personnes. Alors, je suis avec Marilyn Cook. Bonjour. Bonjour, Marilyn. Hélène Faradji, qui devait être avec nous, m'a dit... Parce qu'évidemment, j'ai reçu la liste des invités du festival pour voir comment je monte mon épisode. Puis elle m'a dit, faut que tu invites Marilyn Cook parce que c'est une vedette montante. Oh, rien de moins, OK. En réalisation. Fait que là, j'ai fait, oui, OK. Parle-moi de ton parcours. T'as étudié à l'UQAM? J'ai étudié à l'UQAM, puis pour moi, ça a été un peu... moi, j'ai toujours adoré le cinéma, puis en fait, quand j'étais jeune, moi, je voulais être une autrice. Oui. Je voulais être auteur, je voulais être égyptologue, je voulais aussi être comme prophétesse. En tout cas, je voulais être poète, je voulais avoir un destin atypique, mettons, là, ce qui s'est pas tant réalisé, mais... Ben, t'es quand même réalisatrice. Un destin tragique. Il n'y en a pas tant que ça, des réalisatrices. Oui, mais en tout cas, j'avais un peu un côté poète maudit, là, où est-ce que je m'étais dit, il faut que j'aille à l'encontre de la société, puis je veux faire des choses différentes. Puis finalement, je suis allée en cinéma. Puis. Ouais, mais il y a un peu de tout ce que tu as nommé qui est possible d'être. Ben oui, c'est ça. Quand on fait des films. Effectivement. Puis depuis ce temps-là, en fait, quand je suis sortie de l'UQAM, j'ai écrit un court-métrage. Ça a pris quand même un bon 4 ans avant de se faire. Mais je pense que le premier est souvent plus difficile aussi, là. Ensuite, mon deuxième, Cherche femme forte, ça s'est fait quand même vraiment beaucoup plus rapidement. Puis là, le troisième, Pas de fantôme à la morgue, ça s'est fait en un éclair, là, un an, je pense. Là. Mais Cherche femme forte a fait 40 festivals? Oui. A gagné 7 prix? Oui. C'est quoi l'impact? Est-ce que l'impact est immédiat quand on gagne des prix? Parce que, tu sais, il y a beaucoup de festivals dans le monde. C'est un circuit aussi. Il y a même des gens qui disent qu'il y a des cinéastes qui ne font que des films de festival. On dit ça de Denis Côté, des fois, entre autres. Effectivement, je pense à lui aussi. Il fait pas des films pour qu'on les voit. Il fait des films pour... Ben, c'est pas vrai, là, mais c'est quoi l'impact réel pour une réalisatrice? Ben, je pense qu'il y a un côté que c'est vraiment la reconnaissance, puis d'avoir l'estime de ses pairs. Je pense que c'est la gloire éternelle qui vient avec ça. Est-ce que le téléphone sonne plus? Ben, pas nécessairement. Je pense que ça se fait pas. C'est vraiment des petites étapes qui se font les unes après les autres. De genre, ah oui, OK, elle a gagné tel prix. Puis là, ça va peut-être faire que quelqu'un
c'est un peu plus t'es qui, Oui, mais ouais. tu sais, c'est ça, c'est comme une roue qui tourne sur le long terme, je pense, plus que c'est pas comme « Wow, OK, t'as gagné ça, genre, je t'engage », tu sais, c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Malheureusement, Non. mais... Et là, bon, t'es ici parce que au Festival de cinéma international d'Abitibi, il y a une section court-métrage au festival. Toi, t'es là-dedans. Ouais. Avec ton dernier court-métrage. C'est ton troisième? Ouais. Donc, Pas de fantôme à la morgue, avec Shelby Jean-Baptiste et Michel Laperrière. Parle-nous un peu de ce film-là. Moi, j'aime beaucoup mixer des choses qui... Bon, là, les gens, je veux dire une chose. Les gens, on va l'aborder tantôt, les gens, ils l'entendent pas, mais t'es afro-descendante. Oui. Et c'est... Ils l'entendent pas. Mais non, mais... mais c'est important de le dire. Non? Oui, OK. J'ai-tu dit une niaiserie? Non, c'est juste, ils l'entendent pas. Ça va Ben pas non, très. Je suis comme, comment tu pourrais l'entendre? Ben parce qu'il n'y a pas d'image. Oui, Parce non, qu'on mais. peut pas te voir. Mais, non, mais dans le sens, tu sais. Ah, non, si mais j'avais pas- une voix Ah, de non, non, non. black, là. je sais Ou pas le gros accent, c'est pas ça que je voulais dire. Là. Ok, Non, c'est du tout. Non, du tout. Non, mais c'est parce que j'ai l'impression que c'est quand même important. C'est correct, je vais pas te canceller. Ou tu le feras après. Laisse-moi finir l'entrevue, tu me cancelleras après, je m'en crisse. Non, mais c'est quand même important. D'où tu viens, Ouais. la sensibilité à la culture caribéenne, le rêve, l'onirisme. Moi, Ouais. je l'ai vu dans ton film. Ouais. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose que tu veux qu'il soit vu. Oui, C'est pour ça que je disais ça, parce Oui. qu'on n'est pas à la télé. effectivement. Moi, je fais pas des podcasts qu'on filme. Mais oui, c'est ça. C'est quand même un aspect que je trouve important de mettre de l'avant. Puis, tu sais, surtout des personnages de femmes noires, Ouais. je trouve qu'on n'en a pas beaucoup, tu sais. Puis, je parle au Québec autant que internationalement, c'est pas... tu sais, Mais ça se peut-tu qu'au Québec, on soit un peu en retard? Oui. Bon. On est très Pour ça que en je l'ai retard, abordé. J'ai même, peut-être je trouve. abordé Mais de bon. façon maladroite, là. Mais tu sais, on parle beaucoup de diversité dans les médias, puis à un moment donné, j'ai hâte qu'on arrête d'en parler, puis que ça soit naturel. Ouais, et que ça... c'est ça. Ben, je pense Ouais. aussi que c'est comme... Tu sais, pour moi, c'est un peu comme... Ben, tu sais, c'est pas comme, ah, ben là, je veux absolument que tous mes personnages, ça soit Non. des femmes. Tu sais, c'est pas ça. Autant que moi, les histoires que j'ai envie de raconter, ça donne que c'est des femmes Ouais. noires, tu sais. Ouais. Puis ça donne que, tu sais, c'est pas des histoires personnelles. J'ai jamais travaillé dans une morgue ou ce genre d'affaires-là, mais, tu sais, il y a toujours une part de ces personnages-là qui représentent quelque chose en moi ou quelque chose que j'ai envie d'explorer. Fait que c'est plus ça. Puis dans ce film-là, en fait, j'avais vraiment envie d'explorer... Tu sais, moi, j'aime beaucoup mélanger deux choses un peu improbables ensemble puis voir qu'est-ce que ça donne. Dans Cherche femme forte, j'avais fait ça avec la poésie et la lutte. Tu sais, la Oui. lutte style WWF, Ouais, là. ouais. Ça vraiment le fun, puis ça marchait, moi j'aimais bien ça. Puis dans ce film-là, c'était la morgue. En fait, mon questionnement à la base, c'était qu'est-ce qui fait que quelqu'un commence à travailler dans une morgue, là, ou Et dans ce milieu-là avec les corps, tu sais, des corps de personnes décédées. Puis j'avais aussi envie, tu sais, j'ai une connexion quand même assez grande avec mes deux grands-mères, puis c'était Ouais. quelque chose que j'avais envie aussi de... Qui sont toujours vivantes? Non, les deux sont décédés. OK. Ouais. Là, on dit la morgue. En fait, c'est pour mettre en contexte, c'est l'histoire de donc Shelby Jean-Baptiste, qui est une jeune étudiante en médecine Exact, oui. et qui est un peu prise pour faire sa résidence. C'est-tu sa résidence ou c'est De faire un stage, son stage en pathologie? à la morgue. Et oui, c'est ça. Voilà. Et c'est pas son premier choix du tout. Et là, arrive cette complicité avec son superviseur de stage, qui est un médecin d'un certain âge, qui est Michel Laperrière. Et il y a la grand-mère Ouais. qui apparaît. Moi, c'est drôle parce que j'ai lu, quand j'ai vu ton film, j'ai tout de suite pensé à Rosa Pires, un livre qui s'appelle « Ne sommes-nous pas québécoises ?», qui est une réflexion sur la pression d'être issu ou d'avoir des racines d'une culture autre que la culture où on habite et d'être écartelé et de vouloir être dans ces deux cultures-là en même temps. Puis cette tension-là finit par parfois être lourde à porter. Puis j'ai tout de suite pensé à ce livre-là. En tout cas, moi, je l'ai vu comme ça. Mais je pense que c'est une bonne lecture. Puis, tu sais, moi, c'est quelque chose aussi que je voulais mettre dans ce film-là, qui est comme que... en fait, je pense qu'on est issu d'une famille immigrante. Là, je ne veux pas faire d'impair, mais est-ce que c'est ton cas? Oui. Oui. Mes deux grands-mères étaient immigrantes. Donc oui, c'est ça. Je pense que quand on vient d'une famille immigrante, on sait que, tu sais, soit nos parents, nos grands-parents ont dû
soit sacrifié beaucoup ou travaillé extrêmement fort juste pour se rendre ici, juste pour arriver dans ce pays. Fait que après, nous, qu'on est né ici puis qu'on a grandi ici, on ressent ça, qu'on veut les rendre fiers, on veut leur faire honneur, puis, c'est quand même quelque chose que moi, à plus petite échelle que mon personnage, mais que j'ai vécu un peu en disant, moi, j'étais vraiment la douée de la famille. L'espoir. Puis, de la famille. Exactement. Puis là, ça, je m'en vais en cinéma. C'était comme, là, qu'est-ce que tu fais là? Mais maintenant, ça va, là. Mais tu sais, il y a eu... Là, tu sais, l'immigration a été énormément mise de l'avant pendant la campagne à des fins totalement politiques. Puis, tu sais, tu disais tantôt... quand on est issu de grands-parents qui ont émigré, tu sais, je pense que les gens, on oublie comment c'est difficile. Personne quitte son pays. Personne fait ça pour le fun. Pour essayer de même. Tu sais, on va essayer. Je veux dire, il y a des raisons profondes. Comment tu trouves le climat social? Parce que moi, je trouve ça important de te le demander parce que dans les médias, j'ai l'impression qu'on discute beaucoup de ça entre Québécois francophones sans demander l'avis aux gens dont des parents ou des grands-parents sont issus de l'immigration, puis sont jamais entendus. Ben moi, on dirait ce que je trouve dommage, c'est que, tu sais, on parle souvent de ça en termes de chiffres ou de concepts abstraits, d'intégration, francisation, machin, puis je trouve que l'élément humain est totalement absent de ça, puis c'est ça que je trouve que... Mais tu sais, moi, c'est des membres de ma famille. Mettons que, tu sais, j'ai juste à penser à des membres de ma famille puis à leur histoire. Puis, tu sais, honnêtement, si les gens entendaient ces histoires-là, je suis sûre qu'il y en a que ça peut-être ça ouvrirait certaines œillères. C'est-tu des histoires qui vont nourrir... Parce que je sais que tu as un projet de long-métrage, je pense. Oui, mais... Ce côté-là ne nourrit pas ton travail de cinéaste. Non, on dirait que j'ai envie de montrer des histoires de personnes... noires, de personnes racisées qui ont comme des problèmes de personnes normales, entre guillemets. Tout à fait. Là, je fais des air quotes, là, on me voit pas. Là. Je fais des guillemets avec mes doigts. On ne voit pas, c'est pour ça que je dis tantôt. mais c'est ça, tu sais, que c'est pas comme des enjeux de genre, je sais pas, je souffre car je vis du racisme ou des choses comme ça. Tu sais. Donc, tu as un premier long-métrage en route? En gros, c'est l'histoire d'une jeune femme métissée. Donc, sa mère est québécoise et son père, qui est un donneur de sperme anonyme, parce que sa mère est allée à une banque de sperme, est antillais, donc elle part à sa recherche. Donc, en gros, le film, c'est ça. Puis elle va découvrir que son père, c'est un réfugié climatique parce qu'on est dans un monde un peu... C'est un peu un film d'anticipation, là. Donc, ça se passe dans un futur où les Antilles ont été submergées par l'océan. Donc, il y a une partie des réfugiés climatiques qui sont arrivés au Québec. Donc, le Québec doit dealer avec ça aussi. C'est effectivement un film d'anticipation parce que c'est ça qui va arriver. Malheureusement, ça c'est très probable. Donc, puis c'est ça. Pour que les Québécois réagissent bien, là, qu'ils se disent pas juste que c'est les Antilles, les îles de la Madeleine aussi risquent d'y passer. Fait que peut-être tout ce qui est petite île au milieu de l'océan, ça regarde pas, c'est ça. T'as-tu des projets de télé aussi? J'ai quelques projets en développement dont j'attends des réponses, mais je peux pas en parler. Est-ce que le cinéma t'appelle plus que la télé? Parce que quand même deux médiums, là. Pour une réalisatrice, j'imagine. Oui, ben en fait, moi, on dirait que c'est tant que le sujet ou le projet m'allume, moi, j'embarque à fond. Okay. Pas te mentir, j'ai vraiment, vraiment adoré faire cette série-là. Puis, tu sais, on dirait que j'ai l'impression que j'ai toujours quelque chose à apporter, peu importe c'est quoi, tu sais. Comme là, tu sais, une série magazine, ça aurait pu être juste un truc comme, on filme des gens qui se parlent, puis ça aurait été ça, mais j'avais vraiment envie d'apporter de la couleur, puis du mouvement, puis du rythme, puis quelque chose de très, tu sais, de beau, en fait, là, tu sais. En fait, j'ai l'impression que la télé devient de plus en plus comme le cinéma aussi. Fait qu'on dirait que bientôt, tu sais, ça va... Pour moi, il y aura plus tant de différence entre les deux. Marilyn Cook, merci. Merci à toi. Désolé de mes maladresses. J'espère que ça s'est pas trop vu. Tu les couperas au montage. C'est bon. Non, faut que je les garde des fois. Ça me rend plus humain. Merci. Tu sais pas qui je suis, là? Du monde qui serait prêt à payer pour passer du temps avec moi. Mais ça a l'air que mon père les a pas trouvés parce que là, c'est moi qui est là. T'as devant toi une encyclopédie vivante. Tu pourrais en profiter.
Je sais pas, moi, je pourrais te raconter l'histoire de la bibliothèque d'Alexandrie et la guerre de Troie. Comment Mahomet a fondé sa religion à partir des enseignements de Jésus-Christ, ce qui est quand même assez ironique, je dois le dire. Vous avez fait ça toute votre vie, enseigner. Prenez un break, là? Alors, je suis en compagnie d'une légende, on peut dire ça, du jeu. Rémi Girard, merci d'avoir accepté ça me fait plaisir. d'être à ma balado. Et là, sur le fly, Ouais. François Archambault est avec nous. Salut. Ça va? Oui, ça va très bien. Vous êtes en train de manger avec Rémi, Ouais. puis au Chic Quality Inn. De Rouen-Noranda. De Rouen-Noranda, voilà. Ouais. Et j'ai dit, ben François, joins-toi à nous, puisque tu es à l'origine de cette belle histoire. On peut dire. Tu te souviendras de moi. On va commencer par... Est-ce que vous connaissiez la pièce? Non, Rémi j'avais Girard? pas vu la pièce. Ben, en fait, c'était une idée de... Faut le dire, c'était une idée de Guy Nadon. C'est lui qui avait l'idée c'est qui a donné le texte à Éric Tessier, puis il dit, bon, il faudrait faire un film avec ça, puis tout ça, puis Guy l'avait joué, bien sûr. Mais pour des raisons de disponibilité, parce qu'il y avait sa série O, Guy pouvait pas. Il pouvait pas faire le film, donc... Éric s'est tourné vers moi, puis il m'a envoyé le scénario. Un papier plan B. Et quand j'ai lu ça, j'ai fait, voyons donc. Donc, il était à haut, ça veut dire que c'est un film qui aurait dû sortir. Non, en fait, ce qui est arrivé, c'est que nous, on était en train de répéter la pièce. Donc, le texte n'existait pas encore sur scène. Donc, Guy était en répétition avec nous. Ah ouais, OK. Puis, il avait déjà vu oui, ben, le potentiel cinématographique. Il était emballé par ça. Ouais. Puis quand il a rencontré Éric cherchait des projets. Puis là, Guy a dit, ben... Éric cherche toujours des projets. Je l'ai vu hier soir au party. Il cherche encore des projets. Ben, c'est ça. Là, il cherchait... C'était un party, d'ailleurs. Oui, c'était un party avec Guy Nadon. Puis je pense qu'il était les deux premiers arrivés. Puis là, il jase. Puis là... c'est ça. Là, Guy, il dit, ben là, si tu cherches quelque chose, moi, je travaille en ce moment sur quelque chose de vraiment trippant. Ah ouais. Il dit, je te le passe, mais parle-en pas. Fait que là, à un moment donné, Éric m'appelle. La pièce n'est même pas créée encore. Fait qu'Éric, il me dit, c'est fou, ça. J'ai lu quelque chose que tu as écrit, c'est super bon. Puis là, je regarde dans mon catalogue de pièces, de quelle pièce il parle. Ouais. Il dit, si tu te souviendras de moi. Je dis, ouais, non, comment ça, t'as ça? Puis là, il me dit que c'est Guy qui a prêté le texte. Puis il dit, ben j'aimerais ça en faire un film. C'est-tu la première fois qu'un de tes textes est porté à l'écran? Là, j'avoue, là, j'ai peut-être l'air niaiseux dans mes questions parce que j'ai pas eu le temps de préparer parce on s'est vu là 6 minutes. Oui, tout à fait. Ouais. J'ai essayé avec 2 autres de mes pièces de faire des scénarios de cinéma, puis je me suis cassé les dents. Ça n'a pas été financé, mais j'ai travaillé fort, mais ça s'est pas fait. As-tu travaillé sur l'adaptation cinématographique? Les autres fois, oui. Puis là, justement, cette fois-là, j'ai fait... c'est ça le truc. Faut que tu te tasses. Mais en fait, je me suis pas tassé complètement. Tu sais, j'ai dit à Éric, moi, scénariser ça me tente pas. Pourquoi? Mais parce que là, j'avoue, moi, j'écris pas de fiction. Ouais. J'ai l'impression qu'un auteur de théâtre qui voit sa pièce portée à l'écran va avoir envie j'ai eu... de s'en occuper. Ben, comme je te dis, par le passé, j'ai eu envie, puis ça n'a pas marché. Puis je me suis rendu compte dans le processus que je suis tellement collé sur la production théâtrale que c'est très difficile pour moi de réinventer ça. Ça aurait été autre chose si la pièce avait déjà été jouée, par exemple. En fait, quand on a commencé à travailler, là, la pièce avait été jouée. Quand on s'était installé pour travailler, donc j'avais cette musique-là. Puis j'avais, la courbe du show, tout ça. Fait que j'ai dit à Éric... Ben, en fait, Éric, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une espèce de scène à scène. Il a reconstruit la chose, il a comme dynamisé les affaires, il a mis des choses en images, tout ça. Puis moi, j'avais dit, moi, par contre, les dialogues, je veux toutes les faire. Je veux garder la langue. Ce qui est souvent la partie le fun des dramaturges, je pense, le dialogue. Moi, j'ai beaucoup de plaisir avec les dialogues. Il y a des auteurs qui sont aussi dialoguistes. Oui, c'est ça, qui ne font que ça. Il y en a qui ne font que ça. On voit ça surtout aux États-Unis. Oui, au Québec, c'est pas les très liners. Oui. Là, le texte passe par un liner. Bon, il faut que ça soit dit comme ça. Moi, je donne l'exemple souvent de Denis Arcand qui a les deux, lui. C'est un grand scénariste et puis c'est un grand dialoguiste aussi. Tu sais, tu changes pas un mot de Denis Arcand, t'as pas besoin. Puis c'est écrit comme ça. Et quand ça sort, c'est une musique, qui est propre à lui. On va y revenir tantôt à Denis Arcand. Rémi Girard, donc, vous jouez le personnage, un professeur d'histoire qui éprouve les premiers symptômes de l'Alzheimer. Comment vous avez abordé ce rôle-là? Parce que, évidemment, quand on joue des professeurs
qui ont des symptômes d'Alzheimer, on est rendu à un certain âge. Oui. Est-ce que vous êtes projeté là-dedans? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que ça nourrit la construction du personnage? Oui, la mémoire est un de nos outils fondamentaux. Oui. Quand on est acteur et actrice. Et j'ai vu sur scène des acteurs qui étaient plus âgés puis qui commençaient à avoir des symptômes d'Alzheimer. Je trouvais ça extrêmement triste. Et leur mémoire s'en allait. Bon, c'est toujours bon, on met des cartons dans le coin pour pas vous oublier. Ou vous oubliez de faire votre manipulation et tout. Mon père a été atteint de démence vasculaire. Donc, je voyais un peu la dégradation, mais surtout aussi comment on ne sait pas, les familles, on ne sait pas comment dealer avec ça, parce qu'on pense toujours que c'est... il y a une pensée magique qui nous vient, il va bien aujourd'hui. Puis il n'a pas perdu sa mémoire, non, puis là, hop. 30 secondes après, tu comprends qu'il te prend pour son frère ou qu'il est en 1950. Mon grand-père a souffert de ça des années. Puis j'ai vu j'étais jeune, j'avais 12 ans, les premiers symptômes, puis ça peut être long, là. Oui, c'est long. Ça peut être long. Mon père, ça a été long, puis mon père a été journaliste, il a été politicien, il a été député à Ottawa. Tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un qui avait une tête sur ses épaules, là. Et puis, une grande intelligence, fait qu'ils réussissent, par leur intelligence, à masquer. Oui. Ils ont des trucs. Oui. Il rencontre son frère qu'il ne reconnaît pas. Comment ça va, toi? Hein? Mais ça, on fait ça aussi dans des parties quand on rencontre des gens qu'on a pas vu longtemps. Puis les gens nous connaissent, puis là, on veut pas dire « Hey, où c'est que je t'ai vu? » Fait qu'on va être des questions vagues, puis on espère que les réponses... Fait que c'est ça. Et moi, je voyais... ça me parlait, cette espèce de perte-là. Et c'est cette merveilleuse... Quand Édouard dit « Vous êtes prisonnier de l'instant présent. » Comme moi. Oui, comme moi. Quand vous êtes sur Facebook, et ça s'adresse aux jeunes beaucoup. Puis je me souviens que la semaine dernière, on a fait des entrevues, puis c'était des jeunes relationnistes qui m'appelaient. Et puis ça, là, le bout de Facebook, ça leur parlait. Dire, bon, ce que vous avez lu sur Facebook hier, vous vous en rappelez plus aujourd'hui, puis demain, vous vous rappellerez plus de ce que vous lisez aujourd'hui. Et puis c'est devenu ça, votre mémoire. Mais là, je vais m'adresser à François Chabot, parce que c'est vous qui avez pensé à ça. C'est une réflexion que vous avez, j'imagine. C'est comment la culture numérique ne s'archive pas très bien. Non, c'est ça. Puis, en fait, laisse pas de traces. Ça laisse pas de traces, puis c'est ça, chaque nouvelle semble être extraordinaire, puis là, ça s'emballe, tout le monde partage quelque chose, puis le lendemain, il reste plus de traces de ça, c'est d'autres choses qui prennent la place. Fait que là, tu regardes ça, tu fais, voyons, ça veut dire que comme société, on est comme un chien fou qui se promène, puis c'est ça le sujet, non, c'est ça le sujet, mais il n'y a rien qui se dépose. Il n'y a aucune perspective possible. Non, c'est ça. Puis non, c'est très, très inquiétant. Il dit, Edouard, en regardant la caméra, en s'adressant au public dans la salle, carrément. C'est rare qu'on fasse ça au cinéma. Là. C'est vrai. C'est très rare. C'est très rare. Vous êtes prisonnier de l'instant présent, comme moi. Moi. On est comme atteint d'Alzheimer collectif. Voilà. Bon, c'est un prof d'histoire, fait que c'est pas anodin, évidemment. Non, en fait, ça a été la porte d'entrée dans l'écriture parce que je voulais écrire là-dessus, sur la maladie d'Alzheimer, mais je savais pas comment entrer dans ce sujet-là. Je disais, voyons, je connais, c'est mon beau-père qui a cette maladie-là, je voulais pas faire quelque chose. Je voulais pas raconter son histoire, donc je voulais faire une fiction, fait que je cherchais, je tournais autour du sujet, là, j'étais comme, c'est quoi la porte d'entrée pour cette affaire-là? Puis quand j'ai eu l'idée de faire un historien qui perd la mémoire, là, j'ai fait, il y a quelque chose là. Puis là, avec le ressort dramatique incroyable. Particulièrement au Québec. Oui, c'est ça. La devise, je me souviens. Tout s'ouvrait. Et on est là-dedans dans le rapport à l'histoire avec la polémique de Catherine Larochelle, la professeure qui a reçu le prix Lionel Groux, qui trouve qu'on devrait changer le prix. Puis les mêmes polémistes habituels qui disent non, mais on est dans une mouvance qui s'accélère, en fait. Totalement. Bon, là, moi, j'ai appris, on a parlé de Denis Arcand tantôt, le déclin de l'Empire américain, entre autres, parce que c'est là qu'on vous a découvert. Oui. Mais moi c'est fou parce que pour moi, Rémi Girard, c'est Minibus. Oui. Non, mais c'est sûr que pour les plus vieux qui regardent le déclin, moi, c'est Minibus. Oui.
de 1980. De 1980, on est la série pour enfants à Radio-Canada, dans le temps qu'il y avait des séries pour enfants à Radio-Canada. Oui. Ça, on y il y avait des galas aussi. Oui, il y avait des galas. On y reviendra parce que quand on se plaint là, la semaine dernière dans les journaux que les jeunes ne connaissent plus leurs vedettes puis tout ça, là-dessus, les réseaux de télévision ont une grande responsabilité d'avoir coupé tout ce qui était émission pour enfants. Parce que nous autres, la télévision, on l'a pris à sa naissance et puis on l'a suivi avec les artistes. Puis les artistes qui faisaient la télévision faisaient aussi des films. Il aurait fallu que Véro fasse des émissions pour enfants pour que les gens... Fait que Minibus, ça a été... Minibus, ça a été je pense, l'émission pour jeunes qui a duré le plus longtemps. Je ne dis pas émission pour enfants parce que Minibus était conçu pour les 5 à 10 ans. Mais c'est les ados. Et on a fait finalement 5 à 14. Ben oui. Okay. Les ados ont embarqué à cause des sketchs qu'il y avait. Ah oui, moi j'ai... Les personnages. Et moi j'ai été nourri en humour avec les Lundis DA et Roger Goéland. Oui. Qui est un accident, hein? C'est un accident. En fait, on avait écrit une pièce de théâtre d'été, Normand Chouinard et moi, pour le théâtre Beaumont-Saint-Michel en 80. Et ça s'appelait... C'était une pièce sur la vieillesse. Oui. Et ça s'appelait Déridez-vous. Tout est bien. Et on cherchait un numéro pour aller à l'entracte. OK. On avait c'est pas comme ça, hein? Oui, parce qu'il faut finir la première partie là. Oui, bien ça... Pas là, pas en dessous. Et on parlait souvent, nous autres, Normand et moi, des goélands. Les goélands, c'était tous ces chanteurs, ces chansonniers qui étaient dans les boîtes à chansons, avec le filet de pêche, le petit spot rouge. Et puis, il y a toujours la dernière chanson. Puis là, on chante tout le monde ensemble, tu sais, le refrain, tout le monde. Ça. Puis là, à un moment donné, au hasard d'une élucubration, Normand puis moi, j'avais dit, ça serait drôle, Normand, s'il y avait un chanteur comme ça qui arrivait puis que le monde est incapable de reprendre la chanson parce qu'elle n'est pas chantable. Et il pogne les nerfs. Ouais. Le monde ensemble, hein? Pete sur mon bateau, tarlaslara, sur mon bateau de doum, tarlaslara, sur mon bateau sur mon bateau de la dos, et jigué, c'est là! OK! Attention, hein? Attention, s'énerve pas, personne, hein? On le fait, on chante, hein? Tout le monde ensemble. Sur mon bateau, tarlaslara, sur mon bateau de la dos, tarlaslara, sur mon bateau de la dos, et voilà quoi, pas ça! Donc, puis Claude Meunier était venu voir la pièce, puis il avait retenu ce numéro-là. Puis à un moment donné, je reçois un appel du réalisateur des AA. Et on est le samedi. Et là, il dit, on est dans la chenoute parce qu'il y a un numéro qui marche pas en tout. On est obligé de le couper. Et là, il nous manque un numéro. Si, il nous manque, c'est ça. Ils l'ont remplacé par un maudit bon. C'est un morceau dans la télévision. Il dit, Claude Meunier m'a parlé que tu avais peut-être quelque chose. J'ai dit, oui. Il dit, t'es-tu prêt à venir à la Générale demain? Je suis parti, c'est à la Générale, puis on tourne. Il dit, moi, je l'ai fait 50 fois au théâtre, il n'y a pas de problème. Là. Et c'est là que c'est né. Fait que c'est un personnage de théâtre, dans le fond. Oui. Puis il n'y a pas eu de suite. Non. L'aspect humoriste... on ne m'a jamais tenté. Non? Non. C'est pour ça que je dis que c'est un accident mais c'est étonnant parce que l'humour, c'est quand même une facette super importante de votre travail. Parce que je voulais parler aussi, parce que moi, jeune à l'époque, j'étais où? J'étais à Québec. J'écoutais... j'avais vu La Déprime. Oui. Une captation. Oui. Absolument, on avait co-écrit, avec Julie Vincent, Danny Bouchard, Raymond Legault, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, voilà, oui. Mais c'est joué dans les écoles parce que il y a 50 personnages dans La Déprime. Nous autres, on jouait les 50 personnages à 4. C'est un ballet en coulisses, c'est incroyable. C'est un terminus d'autobus? Oui. C'est 24 heures au terminus voyageur de Montréal. C'est-tu dans la mouvance de Brou? C'est-tu à peu près la même époque? Oui, c'est la même époque. Mais moi, je dirais peut-être Les Voisins. Moi, je trouvais qu'il y avait peut-être un... Mais moi, j'avais déjà une expérience de création collective, beaucoup à Québec, parce que j'en avais fait beaucoup. Et puis, un dimanche après-midi, on est tous les 4, et puis on est 4 amis, puis on revient devant nous autres.
Rien. Raymond, lui, il travaillait à la télévision. La série était terminée. Ouais. Donc, on s'est réunis, puis là, on a commencé à dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et puis, moi, j'avais commencé Julie Vincent, c'était mon amoureuse, puis on avait commencé à sortir ensemble. Puis moi, je n'étais pas encore déménagé à Montréal, fait que je vivais à Québec. Et puis... elle était à Montréal, fait qu'on a passé beaucoup de temps au terminus d'autobus des deux villes. Ouais. Puis là, on voyait toutes sortes de monde, toutes sortes de faune, une faune incroyable. Et là, on a eu le flash de dire on va faire 24 heures au terminus voyageurs. Très bon flash. Ouais. Ça, c'est en 81. 81. Et puis... Et là, 86, arrive le déclin. Et vous n'êtes pas... C'est l'accélérateur de votre carrière. Le déclin, oui, le déclin de l'Empire américain. Est-ce que vous le sentiez en tournant? Non. On savait qu'on avait un bon scénario assez particulier. Moi, c'est comme quand j'ai rencontré, je vais faire une histoire courte quand même parce que c'est important. Quand j'ai rencontré Denis Arcand, c'est que on avait joué, moi, Yves Jacques et Marie Tifo, la seule pièce de théâtre qu'il n'ait jamais écrite. Une petite pièce de 20 minutes qui s'appelle Un peu plus qu'un peu moins. Et c'est l'histoire d'un gars qui est allé en voyage d'affaires en France, puis il s'est pas envoyé en l'air comme son chum, tout ça. Puis là, un moment donné, il arrive à l'aéroport, puis là, il veut se faire pardonner, tu sais, et là, il se met à acheter des cadeaux. Et la fille qui est au magasin de Duty Free est très jolie, c'est Marie Tifo, on s'entend. Oui. Et là, il tombe amoureux d'elle tout de suite, puis ça se passe entre une espèce de chassé-croisé entre les deux. Et le soir de la Générale, on a joué, ça faisait partie, c'est une petite pièce qui faisait partie d'un ensemble. Oui. Et il arrive en coulisses après, puis il me dit à moi, il dit, tu l'as dit, le texte, exactement comment je l'entendais dans ma tête. Okay. Ah ouais? Wow. Exactement. Et c'est toujours comme ça. Il t'a trouvé. Il a fait là, ça, c'est toujours comme ça. On a fait plusieurs films ensemble, puis à chaque fois, il disait, c'est ça, c'est comme ça que je l'entends, moi. Puis moi, je dis toujours en blague, moi, je travaille en anglais, en français et en Denis Arcand. C'est drôle, ça. Et là, il m'avait engagé pour faire un petit rôle dans Le crime d'Ovid Plouffe. Ah oui? Oui. Et puis, il m'avait dit, j'ai quelque chose pour toi qui s'en vient. C'est ça aussi. Ouais. Ben oui. Il dit, j'avais quelque chose pour toi, j'ai quelque chose pour toi qui s'en vient, là. Wow. Et je reçois le scénario du déclin de l'Empire américain et le reste is history. Fait que là, arrive ce film-là et là... Du jour au lendemain, je me suis commencé à faire du cinéma. Ouais. Et je pense que j'ai rendu pas loin de plus que 50 films. Ouais. Est-ce que, moi, je sais que c'est une question qu'on vous a sûrement posée plusieurs fois avec tu te souviendras de moi, mais moi, je voyais, il y avait un peu de Rémi dans Édouard. Ce professeur d'université qu'on lui reproche, c'était tes jeunes maîtresses, tes jeunes étudiantes. Je dis pas que c'était la même chose, mais il était pas loin, là. Il y a une parenté. Il y a une parenté. L'intellectuel éveillé. Oui. Un peu lubrique. Oui. Mais de bon goût. Oui, c'est tout à fait ça. J'aime toujours cette première fois, quand son premier contact avec Karel, Bérénice. Est-ce qu'on a couché ensemble? Oui. Là, il cherche sérieusement. Bon, c'est important pour vous, ça, hein? Ça a été comment jouer avec Karel? Parce que c'est une jeune comédienne qui va assurément être dans notre paysage longtemps. Pour longtemps. Ouais. Oui. C'est une jeune bombe aussi. Oui. Elle est punk. Oui, c'est une punk. Mais elle a une intelligence du jeu du... Parce qu'à chaque fois qu'on la voit, moi je l'ai vue dans au moins 3 films, puis... Ah, mais elle fait des nuances incroyables. Mais ça crève l'écran, là. Ouais, ça a été une belle rencontre. Parce que le film repose... sur le rapport entre les deux. Ça marche. Oui. C'est la rencontre. Quand vous tournez, là, ça se peut que ça marche pas. Là. Ouais. C'est une rencontre générationnelle. C'est comme si elle rencontrait son grand-père. C'est son grand-père, en fait. Ça pourrait être son grand-père. Oui. Et ça a été... On se connaissait pas. Et on a comme commencé, puis elle le disait hier soir, elle disait, moi, j'étais comme ça, j'étais paniqué, parce que Rémi, quand même, c'est quelqu'un qui est établi, qui dit ça, puis elle dit, je vais jouer, j'espère que je lui nuirai pas. Hey, elle dit ça. Franchement. Au contraire, je veux dire, on a vraiment, et comme acteur et actrice, et comme personnage, trouvé notre... Ah, vraiment? Le lien.
Tout le long du film, tu y crois d'aplomb, tu sais. Messieurs, merci. Je veux vraiment... On pourrait continuer, mais je veux que les gens aillent voir. Je veux juste finir en disant, tu parlais d'humour. Oui. Et il y a de l'humour dans tout à fait. Tout à fait. Les gens rient beaucoup. Oui, c'est très touchant. C'est drôle. Puis très touchant. Je veux dire, c'est un bon mélange de... Ah oui. Et c'est vraiment ce que... Puis hier encore, les gens, comme à Québec, quand on l'avait projeté, me disaient encore après la projection, c'est ça. Moi, c'est ma mère, là. Oui. Puis c'est ça qu'on vit. Vincent Goudzo va pouvoir aller le voir. Oui, c'est ça, on peut dire ça. Ça leur donne une bouffée d'air. Oui, quand même. François Chambaud, merci. Rémi Girard, je suis très content que vous ayez accepté parce qu'on va se revoir à cette année-là. Sûrement, oui, bientôt. Mais ça sera pas pareil. Là, le podcast, ça permet ça. Merci. Merci. Alors voilà ce qui conclut ce 5.5e épisode de la balado spéciale Rouyn-Noranda, Festival du cinéma international. Je remercie Cédric Poirier, qui est le directeur du festival, qui m'a invité. Je remercie Camille Dallaire. Camille Dallaire qui s'occupait des communications. C'est avec elle qu'on a organisé les entrevues, entre autres, s'assurer de respecter les horaires de chacun, parce que bon... il y a des gens que j'aurais peut-être voulu avoir qui arrivaient quand moi je quittais la même journée. Alors, elle m'a vraiment aidé à maximiser, en fait, le genre d'invité que je voulais avoir avec le temps que j'avais. Alors, Camille Dallaire, merci. Merci à tous ceux qui ont participé à cet épisode. Guy Parent, Anaïs Barbeau-Lavalette, François Archambault, Marilyn Cook et bien sûr, le grand Rémi Girard. Merci à Communauto. Vous savez, cette balado-là, d'ailleurs, la campagne de financement se poursuit. Elle n'a pas de publicité. C'est un des arguments, entre autres, de pourquoi on donne tant à cette balado pour pas avoir de pub. Et elle n'a pas de subvention, mais elle a un partenaire. Et c'est Communauto qui me fournit une voiture quand j'arpente les routes du Québec pour aller faire des enregistrements. Puis j'y remercie vraiment. Ils sont là depuis le début. Et c'est le seul partenaire que je pourrais avoir, je pense, qui fit avec les valeurs de la balado. Voilà. Alors, merci tous les gens chez Communauto. Et avant de se quitter, d'ailleurs, pour ceux qui attendent Godefroy Lorando, il s'en vient. Il s'en vient. Est-ce que vous l'entendez? Clic, clac, clic, clac. Il est très loin, mais il s'en vient. Il sera là samedi pour le 6e épisode. Rendez-vous mensuel. Il y aura une autre surprise aussi que j'ai enregistrée un peu plus tôt. À Val-d'Or, donc sur mon chemin de retour, vous allez voir, ça va être, je pense que ça va être très intéressant. Bon, on est en Abitibi, je suis en Abitibi et j'ai enfin une bonne raison de mettre une chanson de Gwen Wed. Gwen Wed, groupe formé à Rouyn-Noranda, que moi j'ai découvert à l'époque où j'étais dans les apartistes. Ils étaient tous installé à Montréal, au Barbare, ce sympathique endroit où on pouvait aller dîner à 13h le mercredi après-midi. Et c'est tout le staff, c'était du monde d'Abitibi, et je pense le tiers de la clientèle, c'était du monde d'Abitibi. Puis ça a été mon premier contact un peu avec l'Abitibi. Puis à l'époque, derrière le comptoir, il y avait quelqu'un comme Éric Morin, qui est devenu cinéaste. Il y avait beaucoup de monde qui gravitait. Et Gwen Wed, Éric Morin faisait partie de Gwen Wed, c'était le batteur. Il y avait Philippe B, il y avait ACJC, qui par la suite, qui était au clavier, qui lui va former l'étiquette Bon Cendre. Il y avait Allume Chou, ça c'est les noms de scène évidemment, Ben La Roquette, et au chant, vous le reconnaîtrez. Je ne vous dirai pas c'est qui, mais c'est maintenant un gros nom quand même de la chanson québécoise, et ses premières âmes, il les a fait avec Gwen Wed, vraiment un groupe que j'aime beaucoup, que j'ai écouté d'ailleurs sur la 117 en montant à Rouyn-Noranda. C'est un extrait de leur premier album qui s'appelle L'amour, la haine, les animaux, les automobiles. C'est un album qui est sorti en 2001, puis je pense qu'il est sorti trop tôt. Je pense que Gwen Wed aurait mérité une plus grande attention et aurait mérité de rester un peu dans notre mémoire rock indie québécoise, mais en 2001, c'était pas le désert, mais c'était pas ce que c'est devenu en 2005, 2006, 2007, et qu'aujourd'hui, maintenant, il y a un foisonnement extraordinaire de la musique rock. Alors, voilà. Je vous offre la chanson Dave, qui est aussi une chanson... En fait, c'est une chanson qui me ramène à cette époque-là, qui était vraiment une belle époque. Et voilà. Alors, c'est rare que je suis nostalgique. Alors, je vais me le permettre. Donc, Dave, Gwen Wed et nous, on se retrouve dans 2 jours. Tout simplement. Salut. J'en
février. En région éloignée, moins 30 sous-sol de garage, Dave Trash au 3e étage. Jeune talent local, une guitare en étoile, la fierté nationale de la capitale du métal. 2 piastres à l'entrée, un succès assuré. Dans une salle louée au curé, on s'est souvent défoncé, souvent traversé, souvent magané. On s'est décidé, on a vendu notre âme pour sauver. On a hésité, on a lâché sans même penser à payer. On s'est décidé, sur l'intégrité reste accroché. La jeunesse RNHC a jamais oublié les sages mots de Dave Tremblay. J'suis pas capable de me conformer. Quand on a déménagé, Dave a été ben étonné. Un départ pour Montréal, c'est pire que mourir au local. Et on a fait notre mal, et on a fait la marche. On s'est décidé, on a vendu notre âme pour sauver. On a hésité, on a lâché sans même penser à payer. On s'est décidé, monsieur intégrité reste accroché. On s'est décidé.